Je demande à Romain Salcroix de venir nous rejoindre, Anne-France Brunet, Ronan Dantec, Jean-Michel Buff, Gwenaëlle, vous restez avec nous s'il vous plaît, et Anne-Claire Beuchet de venir nous rejoindre. Romain Salcroix, vice-président de Nantes Métropole. Un absent, je vous en prie, installez-vous. Un absent, c'est Michel Mézard, le vice-président de la communauté de communes, qui a été très occupé cette nuit par un problème de forcené avec les gendarmes et tout. Et on en saura plus en lisant la presse demain. Mais vous comprenez bien qu'il est, et on l'excuse, il n'a pas pu venir ce matin. Anne-France Brunet, députée LREM, membre de la commission des affaires économiques. Ronan Dantec, sénateur Europe Écologie Les Verts. Jean-Michel Buff, élu régional région Pays de Loire, et Gwenaëlle, donc représentant ici l'ensemble du CSE d'EDF, ainsi que Anne-Claire Beuchet. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Anne-Claire Beuchet de Fédérec. Je dis rapidement ce qu'est Fédérec, comme ça vous évitera, Anne-Claire, de redire la messe. C'est juste pour dire que vous êtes un personnage dans cette table ronde extrêmement important, parce que vous pesez lourd, mine de rien. Fédérec, Fédération professionnelle représentative des entreprises du recyclage, en gros tout le tri et la transformation des déchets. 1200 entreprises derrière vous, 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 800 emplois directs et surtout non délocalisables, 75 millions de tonnes de matières collectées, 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées. Madame, vous pesez lourd. Alors, avant de vous donner la parole, je ne vous donne pas la parole, petite vidéo. Vidéo sur rappel des faits. Située sur l'estuaire de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, la centrale thermique de Cordemais s'étend sur près de 150 hectares. Elle fait partie du parc thermique d'EDF, indispensable à l'équilibre du réseau électrique de la France. Chaque jour, cette centrale répond aux variations de la demande d'électricité et complète la fourniture d'énergie, notamment pour les pics de demande liés aux vagues de froid ou de forte chaleur. Avec une puissance de 1200 MW, la centrale de Cordemais dispose de 2 unités de production au charbon et compte aujourd'hui 350 salariés. À leur côté, c'est plus de 170 salariés d'entreprises prestataires qui les accompagnent au quotidien. En tant qu'acteurs principaux de la centrale et conscients de l'impact environnemental, c'est tout naturellement que les salariés ont construit le projet EcoCombust. À l'origine de cette idée, l'esprit d'innovation et de solidarité des équipes d'hommes et de femmes soucieux de leur avenir. Ensemble, ils ont fait un pari, celui de convertir les 2 unités de charbon en unités de biocombustion au bilan carbone neutre. Comment ? Remplacer le charbon par un combustible alternatif développé à partir des déchets du bois collectés localement. L'objectif ? Sauvegarder plus de 1000 emplois dans un bassin industriel en difficulté. Maintenir un moyen de production indispensable à la distribution de l'électricité dans la région. Avec EcoCombust, la centrale de Cordemais produira l'équivalent de la consommation de 138 000 foyers, soit la consommation annuelle de Nantes Métropole. Le projet EcoCombust s'inscrit donc dans une démarche de transition écologique qui permettra la suppression à terme du charbon avec une étape importante dès 2022. EcoCombust, c'est aussi une alternative favorable au développement économique du territoire. Grâce au projet, c'est l'ensemble des acteurs de la production d'électricité et de la filière de collecte et tri des déchets de bois qui sont mobilisés. Enfin, EcoCombust, c'est aussi la recherche de co-investisseurs qui participent à leur échelle et apportent les compétences complémentaires nécessaires au bon développement du projet. Alors, retrouvons-nous tous le 10 juin 2021, lors du Forum des possibles, autour d'une nouvelle idée du dynamisme économique, afin de répondre aux enjeux environnementaux de notre temps. Forum des possibles. Soyons réalistes. Choisissons l'alternative. Petit rappel de l'actualité énergétique. Les Pays de la Loire et la Bretagne sont sous-producteurs et consomment plus qu'ils ne produisent, et donc ils sont un peu en bout de ligne, et RTE, le
transporteur, dit que, et le dit depuis très longtemps, les hivers sont difficiles, comme ils sont très loin, il y a des risques de délestage. Et les derniers hivers ont été très difficiles. Du coup, il y a absolument besoin, au moins pendant 500 heures, de l'électricité de Cordemais pour pouvoir alimenter toute la Bretagne, et pas seulement la Bretagne, mais également les Pays de Loire. Du coup, les faits sont têtus, c'est le réalisme qui a prévalu, et il y a peu de temps encore, la semaine dernière, quand elle était au Havre, Emmanuel Vargon et le ministère derrière ont dit on continue Cordemais. On continue Cordemais 2024 et même pourquoi pas 2026. Alors première question, je vous la pose à vous, Gwenaël, ben, tout va bien. Jusqu'à 2026, on a le temps de réfléchir, on a le temps de ne pas prendre de décision, on a le temps de... Jusqu'en 2026, vous êtes assuré que ça va continuer. Ça serait si simple. Sauf qu'aujourd'hui, on a un vrai choix, c'est la transition énergétique. Je l'ai dit tout à l'heure. Si on voudrait continuer comme on est aujourd'hui, c'est la fermeture du site, c'est la suppression des emplois qu'il y a devant nous. Une transition, ça se décide, ça se prépare, ça emmène des emplois. Et EcoCombust, c'est bien celle-là. Et il nous faut la décision maintenant pour être au rendez-vous pour les prochaines années. Puisque si jamais on se dit, bien évidemment, il faut sécuriser le réseau, mais qu'on continue comme on est, on ne va pas décarboner notre production, on va perdre des emplois, on va fermer le site, et bien évidemment, le territoire va en pâtir. Donc autant profiter de ce qui a été mis sur la table par les travailleurs, qui est viable et qui permettra justement de développer les emplois et de faire une vraie transition. Et ça peut être une chose pour le territoire. Alors on va commencer un petit tour de table. Bonjour. On va commencer par vous, monsieur, et finir par la Fédérec. Vous êtes pour, en quelques mots, pourquoi? Oh, le micro, câble. Je défends ce projet, et Gwenaël le sait depuis longtemps, y compris des fois face à certains de mes copains écolos, parce que justement c'est un projet qui répond, je vais essayer de ne pas être trop long, mais qui répond probablement à 3 enjeux différents. Le premier enjeu, on l'a dit, c'est de participer à la transition énergétique française. C'est-à-dire que, et ça j'espère qu'on y reviendra dans le débat, ce qui se passe à Cordemais, c'est d'abord la non-anticipation. La non-anticipation d'un monde dont le logiciel change, et notamment sous la pression très forte du dérèglement climatique. Sauf que dans la planification énergétique française, qui se fait maintenant sur des temps assez courts, puisqu'on a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui ne va que sur 10 ans. Du temps de Pompidou, on était plutôt sur 40-50 ans. Dans cette vision assez court-termiste, finalement, on n'a pas anticipé la contrainte du dérèglement climatique. On n'a pas anticipé le fait qu'on ne pourrait plus faire de l'électricité à partir de fossiles. Et ça nous est tombé dessus quasiment du jour au lendemain, dans un territoire que je connais bien, dont Cordemais fait partie du paysage depuis très longtemps, et on n'avait pas pensé, finalement, bon, on devrait en sortir. Mais on a conscience de cette erreur, et donc on va pouvoir la réparer. Bref. Oui, mais... les 2 autres raisons. La deuxième raison, c'est que... mais il va falloir en reparler on en reparlera. De tout cela, parce qu'on a un vrai problème sur les échelles de temps par rapport à l'avenir. La deuxième raison, c'est que le projet EcoCombust, il ne faut pas le voir comme un projet local. Moi, j'insiste depuis toujours là-dessus. C'est-à-dire, on ne fait pas EcoCombust pour sauver Cordemais. Je vais le dire de manière assez brute. Sinon, ça ne marche pas. Au vu des niveaux d'investissement, c'est bien parce qu'il faut une filière. Et là aussi, on raisonne des règlements climatiques, mais à l'échelle mondiale. Moi, il se trouve que... Parce que Cordemais serait exemplaire? Mais parce que, bon, il se trouve que moi, je participe activement aux négociations internationales sur le climat. Il faut voir la ressource de bois de classe B comme un problème mondial. Il faut voir la carte en fait d'IKEA dans le monde. C'est-à-dire qu'on a là aujourd'hui un gaspillage de bois extrêmement fort, et l'intérêt d'EcoCombust, c'est que c'est une technologie pas trop compliquée qui pourrait permettre une valorisation de ce gisement ailleurs dans le monde, y compris en répondant aux autres enjeux environnementaux, parce que si on brûle du bois de classe B tel quel, on a énormément de pollution. Et donc ça répondrait à l'échelle mondiale à des enjeux à la fois de climat, d'économie circulaire et d'environnement. Et ça, c'est ça l'enjeu principal. Et le troisième enjeu, très rapidement, encore plus rapidement, pourquoi je soutiens ce projet, c'est parce que je trouve aussi que les salariés de la centrale, qui sont quand même très moteurs, il faut le redire, c'est eux qui sont moteurs dans ce projet depuis le départ. Ils ne sont pas les seuls.
Ils ne sont pas les seuls, mais pour avoir discuté depuis longtemps avec les autres acteurs, je peux dire à quel point ils sont quand même moteurs. C'est qu'on est dans une situation où, ici, on a des salariés, c'est pas faire injure aux uns et aux autres, mais pas tous écolos, hein, quand même, Gwenaël, qui malgré tout se mettent culturellement dans la transition écologique qui va s'imposer à nous tous, en essayant de trouver des solutions à leur échelle. Et rien que pour cette raison, ça vaut le coup de les soutenir. Parce que je pense que c'est une mutation culturelle dont on a besoin. On a de nouveaux consensus à créer dans la société. Et à ce niveau-là, Cordemais est vraiment une vitrine. Mutation culturelle. Alors, vous êtes pour, vous aussi? Oui, bonjour à chacune et à chacun. Robin Salcroix, je suis vice-président de Nantes Métropole et président du groupe communiste. Moi et mes camarades avons soutenu ce projet depuis son origine. Évidemment, nous soutenons les salariés et leur direction dans ce projet de conversion, de transition écologique, au bon sens du terme, c'est-à-dire une transition écologique qui allie à la fois le souci, évidemment, de préserver notre environnement, mais qui est aussi vecteur de création d'emplois. Et c'est ce que je pense nous souhaitons tous dire aussi aujourd'hui, c'est que la transition écologique, ce n'est pas des suppressions d'emplois, ce n'est pas des délocalisations, et ce n'est pas un avenir sombre. Et le projet Ecocombust est justement porteur de cet avenir de progrès. La transition écologique peut créer jusqu'à 1 million d'emplois jusqu'en 2050. Et quand on voit les défis qu'on a aujourd'hui, notamment en termes de crise économique et sociale, c'est important de le redire et c'est important de le soutenir. On doit être entendu aussi au niveau du gouvernement parce que désormais, j'ai envie de dire que toutes les cases sont remplies pour aller au bout de celui-ci. Maintenant, il faut une décision politique forte et de la cohérence politique. Parce que la transition écologique, ça ne peut pas seulement être des beaux discours et des slogans de campagne. Quand j'entends du côté du gouvernement Macron, de sa majorité, qu'il place la question environnementale au cœur, mais qu'en même temps, on vient charcuter l'entreprise de service public EDF à travers le projet Hercule, on vient libéraliser SNCF. On parle d'éco-combust. Mais je tenais à le dire parce qu'il y a besoin de cohérence, il y a besoin d'actes forts. Et demain, pour aller au bout de ce projet Ecocombust, il faudra une décision aussi au niveau national. Donc tous les acteurs locaux ici, dans leur diversité, sont rassemblés pour le soutenir. L'emploi, la mutation culturelle, hein, je reprends vos mots, monsieur le sénateur, évidemment l'exemplarité, le modèle seul en France et peut-être mondial. Vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'ils sont seuls? Madame la députée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très contente que ce forum soit organisé et qui nous permette justement de vous dire à vous tous que l'on est partie prenante et que l'on est depuis le début engagé dans cette transition du territoire, dans cette transition énergétique. Je suis élue depuis 2017 et c'est vrai que depuis ce jour-là, je me suis battue à l'Assemblée nationale pour démontrer que le projet Ecocombust a toute sa place dans la transition énergétique de notre territoire, mais aussi du territoire national. C'est une filière. Pourquoi je suis pour aussi? Pour plusieurs raisons, mais en particulier, que ce soit les syndicats, les salariés, la direction EDF sur le site, sont tous d'accord et ont tous avancé ensemble pour développer ce projet Ecocombust et pour le démontrer techniquement. C'est vraiment remarquable parce qu'on le voit très très peu souvent sur les différents territoires. Et également, c'est la création d'une filière. Et là, moi je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire parce que la transition énergétique passe par la mise en place du mix énergétique. Et si on arrive au bout, si on crée cette filière, je pense qu'on est innovant. Et ça permettra à notre territoire d'aller dans cette transition, dans ce changement. Alors, je me permets de vous poser la question que, à mon avis, beaucoup de gens rêvent de vous poser. Vous êtes député LREM, vous connaissez Emmanuel, vous l'avez dit vous-même, tout le monde est d'accord, les syndicats, les politiques, toutes étiquettes confondues, nationales, locales et régionales, tout est prêt. Techniquement, on en reparlera tout à l'heure avec vous deux, ça fonctionne. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui manque?
Qu'est-ce qui manque? Pourquoi il n'y a pas le go? Pourquoi il n'y a pas le tampon final? Alors, déjà, comme le disaient les salariés, il a fallu le temps de faire la démonstration. Ouais, ça Donc fait là, 5 ans. là, elle est faite. Hein, non, mais je suis d'accord, mais maintenant, c'est bon, Bon. il n'y a plus qu'à. Mais il y a le plus Il y a qu'à, plus qu'à. c'est du budget. Et les négociations, actuellement, elles se font à ce niveau-là. Il faut aussi savoir que le projet de loi énergie-climat, le projet de loi climat et résilience ont également acté et vont accompagner cette transition énergétique. Donc, moi, je suis complètement favorable à ce qu'on trouve et qu'on avance et qu'on négocie pour avoir les budgets, bien sûr. Marchons, marchons. Pour moi, c'est à ce niveau-là. Comme sur une que ça scène se de passe. théâtre. Mais ça n'avance pas. Je donne la parole juste après. Je vous en prie, je voudrais terminer le tour de table avec Jean-Michel Buff. Bonjour. Je vous présente, si ça ne vous gêne pas, avec une étiquette parmi d'autres de vos emplois. Vous êtes le président du syndicat mixte Centre-Nord Atlantique qui gère 5 EPCI. En gros, toutes les ordures, toutes les poubelles, tous les déchets de toute la région, vous connaissez. Chaque déchetterie, vous l'avez visitée. Qu'est-ce que vous pensez d'Ecocombust, entre professionnels? Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de cette invitation et au travers de ma présence, c'est d'excuser notre présidente Christelle Morançais qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais qui réaffirme encore le soutien du Conseil régional des Pays de la Loire au projet Ecocombust. Alors, Monsieur Bonaldi, le prisme d'échec que vous évoquez dès le départ avec moi, c'est effectivement une des conséquences du soutien au-delà de tout ce qui a été évoqué sur l'aspect énergétique. Je ne reviendrai pas puisque vous avez tous bien développé, mais l'aspect déchets, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué de manière conséquente. Quand nous avons, à la région des Pays de la Loire, construit, au travers des obligations de la loi NOTRe, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ce qu'on appelle le plan régional de prévention et de gestion des déchets, c'est poser la question de, oui, mais Ecocombust dans tout ça. Est-ce qu'on construit le plan avec Ecocombust ou est-ce qu'on construit le plan sans Ecocombust? Alors, on a été obligé de le construire sans, puisque nous n'avions pas les réponses au niveau national sur la validité de Ecocombust dans sa réalisation. mais ça restait une hypothèse, ça restait... Mais néanmoins, nos objectifs sont très clairement affichés. Ils sont affichés de manière législative sur la réduction en particulier de 50% des capacités d'enfouissement. Et la notion qui intervient sur le bois de classe B est une notion extrêmement importante, à tel point qu'aujourd'hui, les collectivités, sur ce qu'on appelle le tout venant dans les déchetteries, le syndicat que je préside a 17 déchetteries sur son territoire, se pose la question de comment on peut travailler le bois de classe B, en particulier sur un combustible qui s'appelle le combustible solide de récupération, qui lui travaille sur une énergie idéalement locale, issue de production de déchets locales. Je suis aussi vice-président des Assises nationales des déchets. Au mois de janvier prochain à Nantes, on va tenir nos assises. Et il y a un atelier qui s'appelle « Déchets locaux, énergie locale ». Vous voyez, tout le sujet, il est articulé à partir de ça. C'est-à-dire que non seulement Ecocombust a cette validité de maintien de l'emploi, de maintien d'une unité de production, d'une vocation sociale sur le territoire, mais elle remplit aussi un autre objectif dont on parle peu, c'est l'atteinte de nos objectifs en matière de réduction des déchets. Et je pense qu'il faut insister là-dessus, je pense que Anne-Claire en reparlera, mais en tout cas, ça fait partie des conditions pour lesquelles on soutient fortement Ecocombust. Mais vous, en tant que professionnel des déchets, Ecocombust, c'est une chance. C'est une opportunité. C'est magnifique, il faut la pousser à fond. Et ce modèle, c'est un modèle... Ça vous serait utile. C'est utile à tout le monde, en fait. Mais à vous. Alors nous, en tant que syndicat de traitement des déchets, forcément, puisque faire baisser la facture de traitement des déchets, c'est un souhait que tous les maires, présidents d'Interco souhaitent avoir dans le discours du quotidien de leurs concitoyens, où on dit, malheureusement, continuez à trier, mais plus vous triez, plus ça coûte cher. Bon. Donc vous voyez, on a un avantage majeur sur le sujet déchets par rapport à Ecocombust. Les politiques sont d'accord. Évidemment, les salariés sont évidemment pour. Vous n'êtes pas seul. C'est la grande leçon de ce matin. Et vous êtes... Oui, génial. Enfin, on va me débarrasser de mon bois de classe B. Mais est-ce que c'est viable? Madame Fédérec, Anne-Claire Beuchet, vous travaillez depuis longtemps sur le projet Ecocombust avec des chiffres sérieux. Oui, tout à fait. Là, Alors, on n'est pas dans la politique, on est dans le dur. concret, C'est exactement. jouable, leur truc, là?
Oui, c'est jouable. Alors déjà, pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite excuser Patrice Berthomier qui devait être présent ce matin, qui est le président de la filière palette et bois de Fédérec et qui a eu une urgence sur un site, donc je le remplace au pied levé. Et donc effectivement, pour nous, Ecocombust est une opportunité puisque c'est un projet qui représente un exutoire pour les matières premières issues du recyclage qui sont produits par les entreprises adhérentes de Fédérec. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que nous, on collecte des déchets, mais les déchets, on les transforme en matières premières, et ces matières premières sont envoyées soit en valorisation matière quand c'est possible, et pour le bois, il y a de la valorisation matière chez les panneautiers notamment, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'exutoire de valorisation matière. Donc il faut un exutoire valorisation énergétique qui vient en complément de cette valorisation matière, et aujourd'hui, il n'y a pas assez d'exutoire pour les bois baies en France. Donc voilà. Donc vous aussi, vous avez besoin d'Ecocombust. Ah oui, on a besoin d'Ecocombust. On a la chapelle d'Arblay qui était un gros consommateur de bois baies qui a fermé en Normandie. Donc aujourd'hui, on a du bois baies sur les bras, entre guillemets. Et on en envoie, on en exporte en Europe pour trouver cette valorisation énergétique, excusez-moi. Donc on est favorable à une relocalisation de la valorisation énergétique de ces bois baies. Il y aura un deuxième débat tout à l'heure où on sera plus technique, mais abordons quand même quelques points techniques. Est-ce que le gisement est suffisant? En gros, est-ce qu'il y a assez de bois dans les déchetteries pour fournir au moins les 500 heures dont a besoin Cordemais? On pense que oui. Oui. Oui, on pense que oui. Aujourd'hui, sur tous les bois, les déchets de bois qui sont collectés, il y a encore 15 à 20% de bois qui sont éliminés. Donc l'élimination, c'est soit en incinération, soit en stockage. Et donc, sur ce gisement éliminé, il y a une partie qui pourrait être utilisée et envoyée sur des projets comme Ecocombust. Dans les seuls arguments disant « ouais, on pourrait peut-être faire mieux », il y avait une ONG écolo qui disait « c'est quand même bête de le brûler, on pourrait peut-être le réutiliser mieux ». Il y a des planches qui sont encore jouables. Est-ce que vraiment on va brûler, on va recycler du bois qui aurait pu servir à autre chose? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a déjà de la valorisation matière sur des déchets de bois. Et ça marche. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Il n'y a pas de gâchis. Non, si, il y a du gâchis. Aujourd'hui, il y a encore 15 à 20% qui part en élimination. Et donc, en fait, plus on en envoie vers la valorisation, plus les beaux bois vont partir vers le réemploi, puis la valorisation matière, puis pour les résidus, ça peut aller en valorisation énergétique. Et ça, c'est mieux que l'élimination. Vous vouliez prendre la parole? Oui, je voulais réagir vu qu'on est sur un débat, notamment au propos de Madame Brunet. Si je comprends bien, maintenant ce qui est bloquant au niveau national pour qu'une prise de décision puisse être prise, ce serait la question budgétaire. Oui. C'est ce qui était évoqué à l'instant. Mais moi, je voudrais redonner un chiffre. On évoque sur la question de la conversion, je crois, un montant de 135 millions. Donc cela peut paraître un chiffre important. Mais pour rappel, avant les annonces de fermeture des centrales à charbon qui ont été annoncées par M. Macron au début de son mandat et pendant sa campagne électorale, 400 millions d'euros avaient été investis sur le site de cette centrale, justement pour la mettre aux normes, réduire le nombre de particules fines et justement accélérer cette transition à l'époque quand on était au charbon et au fioul. Donc c'est pour redonner quand même des éléments de montant et pour se dire que ce montant-là, à un moment donné, si l'ensemble des acteurs sont d'accord, il ne manque plus que le feu vert de l'État. Et l'État doit s'engager. Il ne peut pas tout laisser reposer sur les collectivités parce qu'en même temps, il nous réduit aussi nos montants de recettes, de dotations, notre fiscalité qui perd de son dynamisme. Donc ça, c'est des chiffres qu'il faut redonner parce que moi, je ne peux pas entendre l'excuse en tant qu'élu local, en tant que président du groupe communiste, qu'il s'agirait d'une question financière. Il s'agit avant tout d'une question de cohérence politique, de cap que l'on souhaite donner pour la transition écologique dont notre pays a besoin et la question aussi de la relocalisation industrielle. C'est le vrai sujet qui est posé à travers Ecocombust et bien d'autres aussi projets qui sont portés par les territoires. Anne-France Brunet, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ce n'est pas une question d'argent? L'enveloppe, finalement, a peu d'importance. C'est juste une question de signature. Le tampon. Disons, je ne veux pas me substituer au chef de projet Ecocombust, mais moi, ce que j'entends, c'est que, de toute manière, le projet, le bouclage financier a nécessité le partenariat avec Suez, avec la région, avec l'ADEME, avec les fonds de transition juste.
Oui. donc du moins l'Europe. du plan de relance européen. Donc c'est vraiment tout un ensemble d'acteurs qui s'investissent et qui doivent avancer main dans la main pour Oui. que le projet Ecocombust voit le jour le plus rapidement possible. Mais la question reste la même. Il manque plus que le tampon. De tous les acteurs, hein, parce que Tous les acteurs sont d'accord, Oui. il manque le tampon final européens, surtout. européen. Surtout, et aussi des ajustements au niveau de l'ensemble des acteurs financiers. Mais je suis sûr que le chef de projet sera plus à même de pouvoir le dire. Ronan Dantec. Oui, je crois qu'on est là pour éviter des débats caricaturaux entre nous et des postures. Merci. Il ne manque pas qu'un coup de tampon. Je pense qu'il faut le dire, le combat intellectuel pour imposer Ecocombust n'est pas encore totalement gagné dans les hautes sphères de l'État. Enfin, si on ne le dit pas. Vous parliez de révolution culturelle. Dans leur tête, c'est pas acquis. Mais je crois, bon d'abord, quand on parle d'une filière industrielle mondiale qui est vraiment, et j'ai toujours dit à Gwenaël la raison de mon soutien ancien à ce projet, je pense que cette bataille-là n'est pas encore totalement gagnée. Et je pense que le grand industriel qui va s'investir dans Ecocombust va avoir un rôle essentiel à jouer. C'est-à-dire que je sens bien que l'État et EDF Maison Mère attendent de vérifier quand même qu'il y a bien l'acteur industriel privé qui croit à la filière internationale. Moi, j'y crois avec mon expérience internationale, mais il faut qu'on soit plusieurs à le dire. Donc ça je crois que c'est le premier point absolument essentiel. On est effectivement, et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir cette rencontre aujourd'hui, au moment de la bascule, pour savoir si effectivement on y est. On a de l'expérimentation technique qui a donné de bons résultats. Il y a effectivement des questions législatives pour savoir si c'est de la production électrique, si c'est du traitement de déchets. Il y a encore 2-3 questions techniques au niveau des services de l'État, mais fondamentalement, il y a encore un doute sur le fait de savoir s'il y a une filière industrielle derrière. Ça, c'est le premier point et il est important. Le deuxième point qui me semble essentiel, là aussi, il ne faut pas de posture, c'est que Ecocombust et l'avenir de Cordemais, ce sont deux choses différentes. Et si on ne le dit pas, je crois que là aussi, on reste dans l'affichage et que finalement, tout le monde va sortir un peu regonflé, mais on n'aura rien réglé. On a une centrale pour 5 ans. Ça, c'est certain. Oui. Tous les échanges que j'ai avec RTE, on est tous d'accord. On a la chance d'être en Bretagne, donc il faut sécuriser la Bretagne électrique. D'ailleurs, Cordemais fait partie nommément de la Bretagne électrique. Donc on a 5 ans devant nous. Sur 700 heures, hein. 5 ans, Oui, avec 700 heures seulement. voire beaucoup moins. Oui, Et voire je moins. vais même aller au bout de la... Je suis toujours capable de provocation, les uns les autres me connaissent. C'est-à-dire que moins on brûle de charbon, mieux on se porte. Oui. Donc ça n'est pas une centrale de production, c'est une centrale de stabilisation de réseau. Mais ça, on en a besoin. C'est un pompier de service. Oui, mais qui est absolument nécessaire. Le mot n'est pas de moi, c'est Gwenaël. Et notamment, et ce qui n'est pas encore sur la table, et c'est le combat des 2 prochaines années. C'est-à-dire là, on commence au Sénat lundi, et je suis le chef de file du groupe écologiste, la discussion de la nouvelle loi climat-énergie, qui n'est pas à la hauteur des engagements internationaux de la France, ça tout le monde le dit, y compris la ministre. Mais derrière, dans 2 ans, on a au Parlement la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui donnera le cadre au moins pour les 10 prochaines années. Ça se vote quand? Et ça sera 2023. Et le débat, ça sera 2022. Donc c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. C'est dans ce débat-là que se jouera l'avenir de Cordemais. Et l'avenir de Cordemais, c'est quoi? C'est est-ce qu'on bascule massivement vers les énergies renouvelables et on aura besoin, dans l'Ouest, d'une centrale de stabilisation, soit on va rester sur un mixte, y compris, disons-le, où le nucléaire est majeur, et Cordemais va fermer. Parce qu'on n'aura pas besoin de stabiliser le réseau. C'est-à-dire que c'est la décision sur le mix énergétique entre les ENR et le nucléaire qui va décider de l'avenir de Cordemais. Ça n'empêche pas de faire l'expérimentation Ecocombust en termes de filière industrielle sur les 5-6 prochaines années, mais Cordemais, c'est un gros outil qui est dans une stratégie nationale et ça se jouera sur la PPE. Et notre enjeu ici, à nous, c'est qu'effectivement, on aura le parc éolien offshore à Saint-Nazaire, on en aura d'autres dans le Nord-Bretagne et d'autres en France derrière. C'est bien parce qu'on va choisir les ENR
qu'on peut garder Cordemais et qu'on peut garder Cordemais. Je suis un peu long, mais si on est trop caricaturaux sur des postures, on n'est pas dans le vrai débat. C'est Cordemais ou Landivisio. Landivisio, c'est un scandale. C'est 40 millions de données à une boîte privée pour un mécanisme là aussi plus de stabilisation du réseau dont on n'a en fait pas besoin. Et c'est du fossile, c'est du gaz. Si on a, face à une fermeture anticipée de Landivisio, puisque le coup est parti, et c'est un gaspillage d'argent public absolument intolérable, mais si on a face à Landivisio une centrale à Cordemais qui stabilise le réseau avec une puissance plus importante et en étant adossée à un processus vertueux, alors on sauve Cordemais. Mais ça, c'est le combat des 2 prochaines années et il ne faut absolument pas le perdre de vue. Cordemais, c'est en une vision globale. Je retiens 2 choses de votre intervention. 1, plus il y a d'éoliens, plus il y a besoin de Cordemais. Et 2, il y a malgré tout, dans la bascule de nos têtes pensantes parisiennes et dirigeantes, le problème il y a encore des doutes sur la fiabilité industrielle du projet. Il n'est pas encore super béton, super carré, évident. Gwenaël. Je vais revenir justement, sans évoquer le débat énergétique de la France, et il sera redébattu et constamment, il est en évolution, mais il est encore difficile de se projeter dans les prochaines années sur quelles vont être vraiment les décisions, et on voit bien qu'elles évoluent au fur et à mesure des personnes aux responsabilités. Mais il faut justement garder l'option ouverte d'avoir Cordemais avec un moyen de décarbonation, comme vous l'avez dit, qui soit là justement pour préparer l'avenir. Moi, je voudrais revenir justement sur cette histoire de sujet encore, de subventions, de doutes. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Vous doutez bien qu'un projet sur lequel on a travaillé, on a fait aussi un gros travail médiatique, c'est le projet EcoCombust, c'est quand même connu, a été repris à de nombreuses reprises. Bien évidemment qu'au bout d'un moment, on se pose la question. Quand ça fait 5 ans qu'on est sur quelque chose, on se dit oui, mais en fait, du coup, vous allez au bout ou vous n'allez pas? Nous, on a prouvé techniquement, on a on a tout déposé. Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, le permis de construire est posé, l'enquête publique est validée. Oui. Techniquement, on est là. Techniquement, on est là. Voilà, exercice. Et aujourd'hui, ce qui nous attend, bien évidemment, il y a encore des débats qui sont au niveau du gouvernement. Et sinon, s'il n'y avait plus de débat, ça veut dire que la décision serait prise et on n'aurait pas besoin d'être là aujourd'hui, ou pour plutôt fêter cette transition et ces emplois associés. Quand on met des enjeux, comme ils ont été mis en 2017 à l'élection du président de la République, qui nous dit en 2022, je veux sortir. Quand on a des salariés qui se retroussent les mains et qui y vont et qui proposent, on n'attend pas d'avoir tout vérifié, tout coché, tout... 5 ans, ça a été un défi énorme de proposer ça aujourd'hui. C'est vraiment un défi incroyable, l'énergie qui a été mise pour pouvoir aujourd'hui en arriver là et être crédible et montrer qu'on est en capacité d'y aller. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre des risques. On a pris des risques. Le président de la République a mis les enjeux, on a répondu, chacun ses risques. Maintenant, si jamais lui, il prend la décision politique, le reste va s'aligner. Les industriels, les quelques industriels qu'il y a derrière, la sécurisation aussi au niveau de l'approvisionnement, parce qu'on a des lettres d'intention, mais il va falloir, une fois que le projet est validé, les signer. Les clients aussi derrière pour le Pellet vont aussi s'aligner, ils vont dire finalement, ça a vu le jour, je le connais bien, j'y vais et ça va se dérouler très vite. Et c'est bien là aujourd'hui, on ne va pas aller au bout des débats. C'est pas l'objectif. Là, on vient bien chercher une décision. Au bout d'un moment, il y a eu un enjeu qui a été mis, on y a répondu. On a le droit aussi d'avoir ce côté-là et qui nous semble être le verrou. Une fois que ce verrou sera levé, le sujet des subventions, comme l'a rappelé Robin tout à l'heure, c'est pas un gros sujet. Et c'est pourtant important, 150 millions ou 140 millions qui vont être investis sur le territoire pour les emplois. C'est quand même vertueux dans un truc où aujourd'hui, la raffinerie de Total, elle est bloquée jusqu'à l'été 2022. Juste quand même sur le territoire, on subit la crise économique. Là, on a la chance, c'est vraiment une chance du territoire. Prenons-la, chacun ses responsabilités, on a pris les nôtres, maintenant au pouvoir politique de prendre les siennes. Vous parlez local et vous avez raison. Mais... Merci. Vous parlez local et vous avez raison, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le sénateur Ronan Dantec qui dit Cordemais dépasse largement le problème de Cordemais. C'est pas seulement Cordemais, c'est un problème national et même il dit mondial. Et en gros, le combat aujourd'hui, il n'est plus ici, il est partout ailleurs. Il est à la Chambre des députés, il est dans la tête de nos dirigeants, il est dans la mutation culturelle dont vous parliez tout à l'heure, y compris pour les gens qui ne sont pas écolos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Mais entièrement, et c'est bien ça qui donne justement toute la crédibilité au projet, c'est que on peut avoir la chance du territoire, mais de la France, de montrer qu'on peut sortir du charbon sur une économie circulaire. Ce qu'on produit ici est reproduit ici partout.
Que ça soit en Allemagne, que ça soit ailleurs, c'est vraiment... Et c'est pour ça d'ailleurs que le groupe EDF s'est investi dedans. Il y voit une filière, il y voit justement quelque chose qui répond aux besoins des collectivités locales, qui répond aux industriels, qui coche toutes les cases, et donc qui est reproductible. EDF est pour. Et EDF, c'est un projet de groupe déjà depuis 3 ans. Oui, Ils le pas de- soutiennent. Ils ont déjà mis plus de 15 millions d'euros pour pouvoir nous permettre aujourd'hui de développer le prototype qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo. Et ils s'y inscrivent dedans. Ils attendent le tampon. Non, j'insiste sur le fait qu'évidemment la direction d'EDF ne peut pas venir ici pour des raisons parfaitement compréhensibles, en particulier en période électorale, mais vous dites EDF, la direction, Lévy, il est pour. Tout à fait. Je peux Oui. vous en assurer pour Pas avoir d'objection. échangé avec lui encore dernièrement. Il est pour. Ok. Et il le porte au niveau des ministères. La députée demandait la parole juste avant, excusez-moi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Plagne. Moi j'ai la conviction depuis le début que c'est un projet qui est porté aussi bien sur le territoire et on le porte aussi au plus haut niveau pour le faire connaître, pour le faire comprendre, pour savoir, pour montrer que c'est une opportunité incroyable. Maintenant, il faut qu'on accepte sur notre territoire de prendre ce risque et d'y aller. À un moment donné, il faut. On ne peut pas toujours se retrancher. Moi, je me bats à 360 degrés pour le faire connaître, pour que justement on puisse avancer dans cette direction. C'est une opportunité incroyable. Oui. Là, on est avec une centrale. Il faut savoir que dans le monde, il y a énormément de centrales et c'est un procédé innovant que l'on va pouvoir aussi déployer dans le monde entier. Mais donc je suis d'accord que ce que l'on vit ici, ce n'est qu'un début. Mais je reprends vos mots. Expérimentation, laboratoire, première mondiale, du coup, prendre le risque. C'est donc risqué de dire oui à l'expérience éco-combuste. Oui, monsieur le sénateur. Prendre le risque, je crois que c'est une des vraies questions qui pose derrière, en fait, la question de savoir quelle est la place de la France dans la transition énergétique mondiale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est un opérateur clé de cette transition énergétique et climatique ou est-ce qu'on est un acteur périphérique? On a fait des choix qui n'ont pas été bons. On sait très bien, par exemple, je suis désolé de le redire, mais on a fait le choix du nucléaire à l'exportation, c'est le photovoltaïque qui a gagné. Ça, c'est la réalité mondiale des flux d'investissement mondiaux. Donc, sur une partie des grandes industries, des grandes filières de la transition énergétique mondiale, on est aujourd'hui plutôt périphérique parce qu'on a raté des choses. On n'a pas encore tout raté, mais même l'éolien offshore, on y arrive, on est en retard. Mais c'est pas désespéré. Mais c'est pas désespéré. À Saint-Nazaire, on fait de la turbine de grand éolien offshore. Mais on est dans une phase où on essaye de rattraper le retard. Ce qu'on ne dit pas assez... Vous êtes optimiste? Je ne sais pas si je suis optimiste, je suis combatif. Mais personne ne dit un truc assez simple sur EcoCombust. C'est que EcoCombust, ça permet de garder la chaudière charbon. Et à l'échelle mondiale, ça c'est très important. Ça veut dire que des pays émergents qui ont des capacités d'investissement relativement faibles peuvent aller chercher des combustibles à impact environnemental plus faible, à condition effectivement que le process EcoCombust fonctionne, en gardant leur centrale charbon, donc en ayant un niveau d'investissement plus faible. Cordemais est une chance. Et à ce niveau-là, Cordemais est une chance. Et ça, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est parce que ça, j'échange au niveau national, je trouve qu'on a encore un peu de mal en France à revenir sur cet esprit de conquête, de création de nouvelles filières, à partir d'une analyse assez précise de la réalité mondiale. Dire cette chose simple qui est, on a du bois de classe B de plus en plus partout, on a de l'IKEA partout, et on a des fours charbon et des pays émergents qui n'ont pas les moyens de réinvestir dans leurs fours, eh ben on y va. On y va, et là on est en avance. Mais ça ne serait pas la première fois où on serait en avance, et on ne passe pas le stade de on est en avance, et on ne donne pas le coup de rein pour rester à ce niveau d'avance et structurer des filières mondiales. Donc moi je crois que ça se joue vraiment là, et ça se joue, je le redis, et là j'ai pas besoin d'être long, sur le fait qu'il faut un industriel de référence. Alors, on n'a pas donné beaucoup la parole aux industriels de référence. C'est jouable?
Parce que quand même, le sénateur dit qu'il y a peut-être encore des problèmes de crédibilité, de fiabilité industrielle sur le long terme, que le dossier, il n'est pas encore... Et plusieurs fois, il a dit, si Ecocombust fonctionne bien, il y a des doutes? Des doutes sur le fonctionnement d'Ecocombust? Oui. Je ne crois pas. En tout cas, il y a eu plusieurs tests aux différentes étapes de vie de ce projet. Et à chaque fois, donc, les industriels adhérents FEDEREC étaient aux côtés d'EDF pour fournir les combustibles, vérifier que tous les critères environnementaux, justement, étaient respectés. Et en tout cas, moi, quand j'en parle avec mes adhérents sur le cahier des charges du coup des déchets de bois à apporter, on me dit oui, c'est complètement faisable. Ça nécessitera des investissements sur nos sites aussi pour respecter ce cahier des charges, puisqu'on produit ce combustible pour EDF. Mais non, il n'y a pas de... Financièrement, c'est jouable? Je rappelle que vous êtes des entreprises privées. Est-ce que financièrement, c'est jouable? Est-ce que c'est pérenne? C'est les retours que j'ai des adhérents, en tout cas, effectivement, que c'est jouable. Il faut que EDF prenne en compte ces investissements qui devront être faits par les industriels également. Ça, c'est les lettres d'intention qui ont été faites il y a 2-3 ans et qui vont devoir être mises à jour aujourd'hui avec le cahier des charges qui a été mis à jour. Mais oui. Une toute petite parenthèse la plus courte possible. Je ne sais pas, Gwenaël peut-être, le prix du kilowattheure, ça va être ouf. On va être à 200, 250. Quand on parle d'un pompier de service, on ne regarde pas si il est rentable. On a besoin du pompier. Donc là, aujourd'hui, on était sur un fonctionnement de base. Maintenant, on devient les pompiers. C'est pas à ce moment-là qu'on regarde combien ça coûte. Et encore, le sujet économique est discutable. On ne serait pas très loin, avec l'évolution du CO2, de pouvoir tourner, ne serait qu'économiquement, avec Ecocombust. Mais à la limite, on ne doit même pas le regarder. Aujourd'hui, on a une transition. Il faut savoir ce qu'on veut. On est devenus des pompiers. Allons-y. Et le projet n'est qu'une première étape. Si on le déploie, on a moyen. Et je reprends les propos de monsieur le sénateur là-dessus, on a moyen après de se poser la question entre une énergie électrique produite à partir de déchets et de revalorisation par rapport à d'autres éléments. Non, je dis ça parce que je suis citoyen, mais je suis aussi client. Et ma facture, on en parlera tout à l'heure du problème de... Jean-Michel Buff, vous vouliez prendre la parole? Oui, très simplement, Gwenaël vient de l'évoquer, cette notion de transition. Nous sommes encore dans une économie linéaire. Cette économie linéaire qui est j'extrais, je produis, je consomme, je jette. Ceux qui me connaissent savent que je suis un fervent défenseur de l'économie circulaire au niveau local, régional, national, voire même à Bruxelles. Et qu'on se doit aujourd'hui d'avoir, dans le prisme de l'économie circulaire, toujours le fait que nous préservons nos ressources, bien évidemment, mais ce en créant de la valeur ajoutée, en générant des emplois et en soutenant toutes les filières innovantes. Donc oui, ça a un coût, mais c'est un coût pour le long terme, parce que le court terme, le couperet commence à tomber, on le voit. Mois après mois, le couperet tombe. Donc ça, cet engagement qu'on attend aujourd'hui, nous avons un consensus politique. Le consensus financier, très sincèrement, il va venir rapidement. C'est pas, pour moi, je ne trouve pas ça compliqué. Optimiste là-dessus? Très optimiste, sincèrement. Je vous l'ai dit, Jérôme, tout à l'heure, personnellement, je suis très optimiste par rapport à ce sujet. Mais il nous faut le feu vert. Et ce feu vert, vous l'avez exprimé à différents niveaux, je ne reviendrai pas dessus, mais va avoir des conséquences pour d'autres sujets à venir. J'ai évoqué la gestion des déchets et l'atteinte de nos objectifs, bien évidemment, mais aussi le développement de filières innovantes qui sont exportables. Et c'est ça le sujet. Le nombre de centrales charbon en conversion dans le monde, je ne connais pas le chiffre. Mais c'est colossal. Ce marché, pour EDF, est un marché d'avenir. Donc, de fait, je ne vois pas ce qui peut encore nous priver d'un feu vert. Le marché et l'image en com pour EDF, ce serait formidable. C'est exemplaire. Robin, vous vouliez prendre la parole? Oui, parce que moi, je ne souscris pas au terme de c'est un risque, c'est un risque, c'est un risque. Regardons les montants dont on parle par rapport au budget, par exemple, de nos collectivités. Parce que nous sommes tous élus locaux, on est dans le dur, on construit des budgets tous les jours. Le budget, par exemple, de Nantes Métropole, c'est 1,4 milliard par an, 500 millions d'euros d'investissement. C'est pour remettre un petit peu les échelles. Donc pour moi, ce n'est pas un risque financier, c'est un investissement. Quand on voit les 1000 emplois directs et indirects, la structuration d'une filière, on le sait très bien. Toute filière industrielle, on évoquait la filière nucléaire tout à l'heure, à ses débuts nécessite des arbitrages politiques forts, des amorçages et du coup des investissements. Et donc à ce niveau d'investissement, pour moi, c'est pas un risque. Et le second aspect qui, à mon sens, montre que ce n'est pas un risque, c'est le besoin. C'est-à-dire que dans le cadre du mix énergétique que l'on déploie sur le territoire national, avec
une part de nucléaire, une part d'éolien qui va être amené à augmenter, de solaire, d'hydroélectrique, etc. Dans toutes ces énergies, elles sont décarbonées, mais il y en a une partie qui est intermittente et une autre qui est pilotable. Cordemais, c'est du pilotable. Et donc moi, je suis persuadé que l'avenir de la centrale est beaucoup plus lointain que 2026. Ça, c'est les échéances qu'on nous donne. Il faut qu'on se batte pour les atteindre, évidemment. Mais je suis persuadé qu'on en aura même besoin demain plus tard. Parce que lorsqu'on se donne les ambitions collectives, par exemple de conversion des moteurs thermiques des automobiles à l'électrique, il va falloir produire de l'électricité derrière. Et je pense que les outils comme ceux-ci, avec les propositions qui sont portées par les salariés et leur direction, avec le projet notamment EcoCombust, y contribuent. Donc, de risque, il n'en est pas question. Pour moi, il s'agit d'un investissement. Et désormais, le dernier verrou est politique et national. Ronan. Oui, on parle de 120, 150 millions. C'est vrai, Robin l'a dit, c'est pas une somme colossale. Globalement, c'est à peu près 3 tiers. Hein. Ça veut dire un tiers EDF, un tiers les autres industriels et notamment un très gros, et un tiers d'argent public entre l'État et un peu et c'est beaucoup moins cher que les centrales au gaz. Non, mais effectivement, mais il faut que les 3 mettent en fait. C'est ça le truc. Et je ne sais pas si on pense tout le monde pense au même, mais il ne vous a quand même pas échappé que ces derniers mois, il y a eu un peu une restructuration des géants de l'énergie, des déchets et des services environnementaux en France. Et une restructuration même un peu violente. Tout le monde parlez de Suez, Veolia. C'était quand même un peu viril hein, comme échange entre Veolia et Suez notamment, mais Engie était là aussi, et EDF, regardez un peu. Ça nous a été vendu à nous parlementaires sur le fait qu'il nous fallait des géants internationaux. C'est comme ça qu'on nous a présenté cette restructuration du grand capitalisme français. Si le géant qui a été créé à la fin de cette opération-là ne met pas un doigt dans EcoCombust, j'ai quand même le sentiment qu'il y a comme une contradiction entre ce qu'on nous a présenté pour justifier cette réorganisation des 3 grands groupes que sont Veolia, Suez et Engie, et au moment où justement on a possibilité de création de filières sur une somme qui à l'échelle de Veolia n'est pas énorme, si Veolia n'y va pas, j'aurais tendance à dire en tant que parlementaire, vous êtes vraiment sûr d'être le géant international que vous nous avez vendu il y a 3 semaines? Alors, vous êtes tous d'accord et on risque de tourner en rond et de s'ennuyer. Je vous propose un autre système. Quels sont d'après vous les risques? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme bêtise? Sur quoi il faut faire attention pour que le projet aboutisse? Quelle serait l'erreur à ne pas commettre? Vous êtes d'accord que les gens ici sont tous de bonne foi, de la même façon que certains pour le nucléaire il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc on peut peut-être se tromper, qui sait? Who knows? Sur quoi est-ce qu'il faut rester vigilant? Je vous demanderai à tous la même chose. Gwenaël, très brièvement, comme d'habitude. Sur quoi il faut être vigilant? C'est justement, il ne faut pas laisser passer cette chance-là. Il faut la prendre pour laisser l'option ouverte, laisser justement la possibilité de faire les choix énergétiques à venir. Et donc, l'erreur à ne pas faire, ça serait de ne pas prendre la décision rapidement, ce qui va forcément écarter le projet EcoCombust. Donc l'erreur, ça serait une non-décision. L'erreur serait d'attendre. Tout à fait. 2 erreurs. Une serait de ne pas raisonner quand même à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème, ce que je disais dans mon introduction, parce que comme on n'est pas d'accord sur tout, effectivement, dès qu'on tire tous les fils, reviennent quand même des désaccords entre les uns et les autres. Il y a une unanimité de soutien à EcoCombust, mais il n'y a pas... Parlez près du micro, voilà. je vous en prie. Il y a globalement une unanimité de soutien à EcoCombust, mais il n'y a pas unanimité sur la vision du mix énergétique et de l'organisation globale demain. Donc il faut quand même ne pas faire l'erreur de laisser une partie des questions sous le tapis. Et l'autre erreur, ça serait de faire croire que finalement, ce bois de classe B, c'est un déchet dont on ne sait que faire. Il faut, à l'inverse, dire aujourd'hui que le bois de classe B, c'est une ressource déjà un peu rare et précieuse et que donc il faut en tirer le meilleur profit, y compris peut-être demain rajouter dans EcoCombust d'autres process. Est-ce qu'une partie de la poudre de cellulose qui est créée par le process, on peut faire du pellet, mais est-ce qu'on ne peut pas le réinjecter dans la filière
Papier. aussi de revalorisation et de recréation de bois, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, en bois matériaux, on a des grosses difficultés. Donc il faut regarder, parce qu'en fait, on utilise aussi la chaleur fatale de Oui. l'électricité. Donc est-ce qu'une partie de ce qui est produit à partir du bois de classe B ne peut pas re-rentrer dans la filière de recyclage matière? Bien se dire, et ça faut être clair, que c'est de l'appoint, c'est de la sécurisation. En aucun cas, on produit de l'électricité à partir de biomasse de manière quantitative. Ça, c'est une aberration écologique. Et qu'on soit très clair sur ce discours-là aussi, pour que justement, on ait l'unanimité nécessaire autour du projet. Alors, j'en profite, avant de vous donner la parole, pour faire une petite page de pub pour le Lab. On a un peu le temps tout à l'heure et pendant l'heure du déjeuner. Ils sont tous là pour répondre à vos questions. En particulier, qu'est-ce qu'on fait de ces fibres formidables, de la cellulose qui est encore un peu éclatée mais qui peut resservir dans une économie circulaire, y compris celle du papier et du carton. Je continue sur quels sont les points de vigilance, sur quoi il faut faire attention. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Alors moi j'ai un gros point de vigilance et puis une réflexion. Un gros point de vigilance, ce serait que la décision sur Ecocombust, mais c'est pour rejoindre aussi Gwenaëlle, soit sacrifiée sur l'autel, par exemple, des prochaines échéances électorales qui se profilent dans le pays. J'aurais bien peur, malheureusement, et c'est ce qu'on doit envoyer, nous tous, au-delà des étiquettes politiques, on le voit, salariés, direction, dans la diversité des étiquettes aussi syndicales, d'envoyer le fait que là, on a besoin de véritables décisions, qu'il est urgent d'agir et qu'on ne peut plus attendre. Donc ça, c'est le... Mais vous n'avez pas l'impression qu'au contraire, les échéances électorales, c'est peut-être l'occasion pour eux de faire l'annonce de disant « Oui, vive Ecocombust », quel que soit le candidat, peu importe. C'est le moment idéal pour prendre une décision. Je le souhaite de tout cœur. Je le souhaite de tout cœur. On va pousser fort et je pense que ce type d'événement participe justement de l'acculturation de l'ensemble du territoire et plus largement de ceux qui nous écoutent à ce sujet. Et puis une deuxième réflexion, ce sera sur la question de l'acheminement de ce bois. Aujourd'hui, on est sur un acheminement routier. On a des infrastructures intéressantes, évidemment, en plein estuaire. On a le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire, qui est le premier de la façade atlantique. Je pense qu'il faudra évidemment qu'on se base et qu'on appuie sur l'acheminement aussi par voie fluviale et maritime du combustible du futur. Et dans tous les cas, avoir une réflexion à l'échelle du département, de la région et du pays sur un véritable écosystème industriel et qui met bien la transition écologique sur le même pied d'égalité que la question sociale. Sinon, on n'y arrivera pas et on ira au-devant de gros problèmes comme on l'a eu ces dernières années. Attendez, je voudrais juste un instant de silence. Voilà, c'est formidable quand les gens écoutent et ne parlent pas. Et s'ils veulent parler, il y a des jardins, des chaises, des tables. Et juste, on va essayer de recommencer. Qu'est-ce que c'est agréable quand les gens écoutent. Merci de respecter ceux qui parlent. Merci. Il y a des bancs, il y a des fleurs, il y a des lacs, il y a tout ce qu'il faut pour discuter ailleurs que ici, puisque ici c'est fait pour écouter. Merci, merci beaucoup. Je continue, pardon. Donc, quelles sont d'après vous les erreurs à ne pas faire, les points de vigilance? Alors, moi, je pense qu'il faut proposer et aller au mieux dans une vision aussi bien de notre territoire qu'au niveau national et international. Ça, c'est fondamental. Et aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller dans avec ce projet Ecocombust, on a de l'innovation. Et l'innovation, évidemment, ça peut faire peur, il peut y avoir des appréhensions. Mais je pense qu'on est quand même un territoire innovant, on l'a montré à plusieurs niveaux, et il faut absolument que ce soit entendu, et c'est pour moi fondamental. Vous reprenez le mot d'El Kabbach, osons. Osons. Alors, à vous. Et après, je vous demanderai, mais vraiment en une phrase, un truc pour conclure dans le style Vive Ecocombust, vous voyez le genre, mais dans votre voix. Et je rappelle que vous êtes filmé, donc c'est enregistré. Mais si vous vouliez dire, voilà, je vous laisse préparer votre phrase, je vous en prie. Jean-Michel Buff. Oui, vous parlez de risque. Alors, le risque technologique, il a été résolu. Le risque technique, de la même façon. Le risque financier, moi, j'en vois pas, très sincèrement. Je le répète à nouveau. À partir du moment où il y a consensus politique, il y a consensus financier. Donc, le risque, il est pour moi uniquement, comme Gwenaëlle Plagne le disait, politique. C'est l'absence d'une décision rapide. C'est le seul risque
qui mettra en péril le projet. Donc il faut absolument... L'absence de décision rapide. Vous retrouvez... Normalement, il y a une échéance qui est celle de début juillet par rapport à EDF. Mais ça, c'est la première échéance. Il y en a d'autres qui vont intervenir. Et il faut vraiment aller très vite sur le sujet. Et comme le disaient mes collègues, ne pas attendre des histoires d'échéances électorales qui viendraient mettre en péril le fait d'une position ou d'une autre. On est sur un sujet économique, social et environnemental majeur. Et pas seulement pour le territoire de Cordemais, pas seulement pour la région des Pays de la Loire, mais dans une vision nationale et internationale. Donc de fait, pour moi, le premier risque, c'est l'absence de décision rapide sur le sujet. En insistant sur le côté national et international. Anne-Claire Beuchet, imaginez, vous avez les pleins pouvoirs. Et vous avez le chéquier. Non, je ne vais pas avoir le chéquier. Non, mais en tout cas, moi je rejoins tout le monde sur l'aspect innovant et la création de filières qui va être reproductible dans d'autres endroits. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en priorité pour la réflexion qui est menée sur Ecocombust. Ce n'est pas que Ecocombust Cordemais. Et je pense que ça, c'est important. Parce que si on se focalise que sur Cordemais, on a des questions sur l'approvisionnement et sur le fluvial. On a des questions sur le fait qu'il n'y ait que de la production d'énergie électricité et on sait que ce n'est pas là où on a le meilleur rendement. Mais là, nous, on réfléchit à la filière dans sa globalité et avec quelque chose, et une nouvelle filière qui va pouvoir être implantée dans d'autres régions et qui, pour nous, entreprises de recyclage, représente un exutoire important pour des déchets de bois qu'on collecte, qu'on transforme et sur lequel, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'exutoire. On nous demande, en tant qu'entreprise de recyclage, d'aller collecter toujours plus de déchets de bois. Les déchets d'ameublement, les déchets 5 flux, les 7 flux, etc. Donc on en a toujours plus en entrée sur nos sites. Donc il faut toujours plus d'exutoires en sortie et Ecocombust est un projet pour nous intéressant. Vous voyez, Gwenaëlle, l'idée que vous avez, enfin que Nicoli, il y a très longtemps a eue, vous dépasse largement. Vous êtes mondial. On arrive à la fin de cette discussion. Je vous demande une phrase, ou un slogan, ou un mot à propos d'Ecocombust. On finira par vous. Ah bah oui. Monsieur le sénateur, faites gaffe, c'est enregistré. J'ai pas encore réfléchi au slogan, mais je crois qu'effectivement, il faut que les communicants derrière et que tous on porte vraiment la même vision. Ecocombust, c'est un projet pour mener la transition de manière cohérente à toutes les échelles, locale, régionale, nationale et mondiale. C'est ça Ecocombust et c'est ça pour ça que c'est important. Robin, un slogan. Je ne vais pas vous trouver de slogan, mais je pense que désormais, et ça a été le consensus peut-être de la discussion de ce matin, c'est que le temps des slogans et des discussions est passé, que désormais il faut des actes, et le sens de notre réunion d'aujourd'hui, c'est place aux actes. Place aux actes. Alors, pour moi, Ecocombust, c'est une filière innovante de la transition écologique, mais aussi à l'échelle internationale. Parfait. Monsieur Buff. J'ai pas d'agence de communication qui m'accompagne, mais il m'est venu un petit slogan comme ça qui pourrait être sympathique. Ecocombust, le booster de l'économie circulaire. Pas mal. Pas mal. Gwenaëlle, vous le prenez celui-là, le booster de l'économie circulaire. Madame Beuchet. Oui, moi non plus, j'ai pas... Non, en tout cas, voilà, nous, on est partenaires privilégiés de ce projet et on le suit depuis le début et on souhaite vraiment qu'il arrive à terme et au bout. Bon. Je reprends. Programme local, national, mondial, c'est des actes. C'est un projet innovant, osons. C'est indispensable, c'est incontournable. Il va falloir mettre la barre plus haut, Gwenaëlle. Et vous aurez le mot de la fin. Merci. Moi, j'aurais tendance à dire, chacun ses responsabilités. On est les techniciens, on a pris les nôtres, on propose. Les responsables politiques, maintenant, doivent prendre les leurs et faire aboutir ce projet, qui ne sera, et on en est tous d'accord, en tout cas ici, une vraie chance pour le territoire, une vraie chance pour la France et une vitrine pour le monde. Donc chacun ses responsabilités. Bravo. Nous avons pris les nôtres. Merci.